Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce 23h à la une de l'actualité. Départ aujourd'hui d'Abidjan du président de la République Alassane Ouattara. Le chef de l'État s'est rendu à Luanda en Angola pour prendre part demain à la cérémonie d'investiture du nouveau président élu, João Manuel Lourenço. Reprise ce lundi du procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à La Haye. L'ancien chef d'état-major des armées, le général Philippe Mangou, était à la barre. Son audition se poursuivra jusqu'au 13 octobre prochain. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a été créée il y a à peine un an. Elle forme 3346 étudiants en informatique. Ces cours à distance viennent accroître la capacité d'accueil des nouveaux étudiants de l'enseignement supérieur. Quel est son mode de fonctionnement? Quelle est sa crédibilité? Nous aurons des réponses dans cette édition. Bienvenue dans cette édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé ce lundi à Luanda, en Angola, où il prendra part demain mardi à la cérémonie d'investiture du nouveau président élu, João Manuel Gonçalves Lourenço. Élu avec 64,57% des voix, le candidat du Mouvement populaire de libération de l'Angola, MPLA, João Manuel Gonçalves Lourenço, va succéder à l'ancien président José Eduardo dos Santos après 38 ans de pouvoir. Le chef de l'État ivoirien regagnera Abidjan mardi après la cérémonie. Le vice-président ivoirien était pour sa part à Dakar au Sénégal. Daniel Kablan-Duncan représentait le président Alassane Ouattara à la 3e édition du Forum international Investir en Afrique. Il a regagné Abidjan ce soir, vous le voyez dans les images. Il a été accueilli à sa descente d'avion par des membres du gouvernement. Le forum Investir en Afrique s'est ouvert donc ce lundi dans la capitale sénégalaise. Cette rencontre sino-africaine pour promouvoir la transformation de l'Afrique par l'innovation a enregistré, comme annoncé, la participation du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Herman Guivet est notre envoyé spécial à Dakar. C'est au Centre international Abdou Diouf de Dakar que s'ouvre ce lundi 25 septembre 2017 la 3e édition du Forum Investir en Afrique. Un forum initié par la République populaire de Chine en vue de renforcer sa coopération et son engagement au service du développement des pays africains. Depuis hier dimanche, Dakar, la capitale sénégalaise, enregistre l'arrivée de plusieurs délégations officielles. Au nombre d'entre elles, la délégation de la Côte d'Ivoire, conduite par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Accélérer le développement de l'Afrique par l'innovation, tel est le thème de la 3e édition du Forum Investir en Afrique. Et parlons justement d'opportunités. La Côte d'Ivoire a beaucoup à gagner en prenant part à ce forum. Pendant ce temps, le forum sino-ivoirien sur l'investissement et le commerce vient de s'achever ici à Abidjan. C'est une initiative du Conseil pour la promotion de la coopération sud-sud de Chine. Son objectif est permettre de nouer des relations d'affaires entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Cheikh Kony. Depuis 2011, les relations économiques et commerciales sino-ivoiriennes se sont renforcées. En 2016, des projets d'une valeur cumulative de 2400 milliards de francs CFA ont été concédés à des entreprises chinoises par la Côte d'Ivoire. Il faut pouvoir maintenir le cap et continuer d'attirer les investisseurs chinois, d'une part à consolider leur position et d'autre part également à diversifier dans d'autres secteurs leurs activités en Côte d'Ivoire. Et nous les avons beaucoup encouragés à investir dans des secteurs qui nous paraissent prioritaires. Des échanges et des rencontres ont permis aux 20 investisseurs chinois et 80 entrepreneurs ivoiriens de tisser des partenariats d'affaires. À la clé, d'importants projets d'investissement dans le secteur agricole, précisément dans la transformation des cultures de rente. Nous pensons qu'il faut encore faire davantage pour promouvoir la coopération économique et commerciale sino-ivoirienne. Nous avons constaté qu'en matière de capacité de production et d'infrastructures, il existe déjà beaucoup d'entreprises chinoises implantées en Côte d'Ivoire, mais pour les entreprises petites et moyennes, il reste encore beaucoup à faire. La Chine est aujourd'hui le premier fournisseur de la Côte d'Ivoire, avec plus de 900 milliards de francs CFA d'échanges commerciaux. Plusieurs projets d'investissement sont en cours. Il s'agit de la construction du barrage de Soubré, la réalisation du stade olympique de Bempé et l'aménagement de la nouvelle zone industrielle PK24.
Plus loin, en Turquie, le Forum des villes intermédiaires du Moyen-Orient et de l'Asie de l'Ouest s'est refermé aujourd'hui. D'importantes résolutions ont été prises dans les domaines de la migration, le développement des villes et le changement climatique. Des conventions de partenariat ont été signées par les collectivités ivoiriennes présentes et des villes turques. Mamadou Kwasi. Le Forum régional des villes intermédiaires du Moyen-Orient et de l'Asie de l'Ouest a pris fin avec d'importantes résolutions. Des résolutions portant sur l'engagement des élus locaux à mettre en place une politique d'insertion de prise en charge de nombreux déplacés et réfugiés. Car selon le CGLUA-MEOA, la région est confrontée à de nombreuses crises qui favorisent le déplacement des populations. En plus, la question de la migration, les maires des villes intermédiaires de la Turquie, du Liban, de la Palestine et des autres pays de la sous-région souhaitent une meilleure condition de vie et de l'amélioration de l'agriculture. Tout cela à travers la mise en place d'une véritable politique de lutte contre le réchauffement climatique. Ces résolutions seront soumises au sommet mondial. La Côte d'Ivoire a eu son mot à dire au cours de ce sommet de Nevşehir en Turquie. Nassimah Touré a présenté les conclusions de la rencontre d'Odiéné. La population urbaine en Afrique s'élève actuellement à 472 millions d'habitants, mais elle va doubler au cours des 25 prochaines années pour atteindre 1 milliard d'habitants en 2040. Dès 2025, les villes intermédiaires africaines abriteront environ 187 millions d'habitants. Nos États devront aider les villes à développer des stratégies et à se doter de ressources pour s'adapter à cette croissance démographique. Ce sommet régional était l'occasion pour la délégation ivoirienne de signer de nombreux accords de jumelage avec des villes turques. Des projets portant sur la gestion des ordures ménagères, l'urbanisation, l'emploi des jeunes et le tourisme. Rendez-vous a donc été pris courant novembre 2017 pour le Forum régional des villes intermédiaires de l'Europe, avant la rencontre du continent américain, puis le sommet mondial en 2018. Dans l'actualité judiciaire, le procès à La Haye de l'ancien président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé a repris ce lundi. À la barre comme témoin, le général Philippe Mangou. Il est intervenu sur le fonctionnement de l'armée et son rôle en tant que chef d'état-major à cette époque. Son audition prendra fin le 13 octobre prochain. Gabriel Zani. C'est l'un des témoignages clés dans le procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale. Philippe Mangou, ancien chef d'état-major de l'armée sous le régime de l'ex-président ivoirien, a été auditionné ce lundi 25 septembre. Annoncé depuis des mois pour être entendu, Philippe Mangou était l'un des acteurs importants de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Son témoignage était très attendu. Lors de la crise post-électorale, le chef d'état-major que j'étais était à l'état-major dans un centre opérationnel qui lui est propre, le CPCO, qui est le centre de planification et de coordination des opérations. Ma guerre à moi, je la faisais sur la carte en fonction des renseignements terrain que me donnait Conan Boniface sur le théâtre des opérations et le général Deto Leto en ce qui concerne la gestion des unités au niveau d'Abidjan. Philippe Mangou est intervenu également sur les missions du Centre de commandement des opérations de sécurité SECOS, le fonctionnement de l'armée, en expliquant les responsabilités liées à son ancien poste en tant que chef d'état-major des armées. Dans ce procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, incarcéré à La Haye, Philippe Mangou est un témoin à charge. Ici, en terre ivoirienne, l'opération de sécurisation de la police nationale baptisée Épervier 3 a suivi son cours. Les forces de sécurité étaient ce matin dans la commune d'Adjamé. Elles ont procédé à des interpellations et ont saisi plusieurs plaques d'immatriculation fantaisistes ainsi que des véhicules aux vitres teintées. Abou Sanougou. L'opération Épervier 3 est en ses ailes dans la commune d'Adjamé. La police nationale prend pied à Adjamé Mirador. Objectif, lutter contre les véhicules à plaques minéralogiques fantaisistes et les véhicules à vitres teintées et démanteler les réseaux de fabrication des dites plaques. Cette traque contre ces véhicules fait partie de l'ensemble des opérations d'envergure de la police nationale pour combattre la criminalité sous toutes ses formes. Les véhicules aux vitres teintées sont des véhicules souvent utilisés par les malfrats pour commettre des infractions. Tant qu'il y aura des vitres
teintés, non d'origine, qui vont circuler, ils sont en infraction, donc on va toujours les traquer. Désormais, vous qui roulez avec vos noms sur les véhicules, vous qui roulez avec les plaques banalisées, il n'y aura pas de pitié pour vous. Pour ce début d'opération, différentes plaques d'immatriculation, notamment des plaques diplomatiques, militaires, étrangères, ivoiriennes et personnalisées ont été saisies. Certaines sont même fabriquées sur des matières plastiques. Plusieurs véhicules aux vitres teintées également saisis, les fabricants interpellés. À ce lot s'ajoutent les engins à 2 roues, les tricycles et les gbaka, tous saisis pour incivilité. Les tricycles sont interdits de circulation sur les grands axes. On les trouve souvent sur le VGE, c'est pas normal. Il y en a même qui transportent des gens. Donc les tricycles qu'on va apercevoir dans la circulation en train de transporter des gens en plein plateau, on va donc les sanctionner. Cette opération menée sur instruction du directeur général de la police nationale, supervisée par le préfet de police d'Abidjan, a mobilisé les éléments de la division de l'ordre public et la sécurité routière, l'unité de régulation de la circulation, le groupe mobile d'intervention et la brigade de lutte contre l'incivilité. Toujours en sécurité, un atelier sur les nouvelles formes de violence et de radicalisation des jeunes en Côte d'Ivoire a débuté ce matin au Conseil économique et social. Pendant 2 jours, les participants vont plancher sur cette question en vue de trouver des solutions. La rencontre est organisée par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi jeune et du Service civique. Grâce Kando. Viol, agression, casse, pillage et enfin un conflit avec la loi sont entre autres problèmes auxquels sont confrontées les populations. Aujourd'hui, il y a des quartiers qu'on ne peut plus fréquenter comme on le faisait d'habitude. Les gens agressent, on arrache même des sacs, ton portable. Dans certaines communes, quand tu arrives même, il faut vraiment attraper ton portable. Souvent, on te chiffre même pour prendre. Ces faits sont qualifiés de nouvelles formes de violence par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des jeunes et du Service civique. Pour comprendre et traiter les causes de ces maux, un atelier se tient à Abidjan en vue de trouver des solutions adaptées. De toutes les analyses, il convient de comprendre qu'il y a un fort malaise au niveau du traitement du sujet de la violence des jeunes. Cet atelier viendra certainement soit reconforter les gouvernants que nous sommes sur les outils que nous utilisons ou bien nous amener à nous poser la question à l'effet de pouvoir redessiner d'autres nouveaux outils pour pouvoir adresser au mieux ce sujet. Société civile, guides religieux, représentants d'institutions, tous comptent apporter leur contribution dans le cadre de la lutte contre ces nouvelles formes de violence. Certains conseillers travailleront pour apporter leur expérience. Nous sommes là pour donner des conseils à l'exécutif. Nous devons collaborer pleinement pour que ces solutions soient acceptées, non seulement par les victimes, mais aussi par les enfants eux-mêmes. En tant que religieux, nous allons contribuer donc à ce travail en sensibilisant davantage au niveau des lieux de culte, les temples, les églises, les mosquées, les jeunes, pour que les enfants soient mieux éduqués et pour qu'ils évitent donc de penser à ce genre de choses. Violence en milieu estudiantin, extrémisme, djihadisme sont entre autres thématiques qui seront abordées au cours de cette rencontre. Dans un autre registre, le directeur général de l'Autorité de régulation des télécommunications a animé jeudi dernier une conférence de presse. Bilé Diemeleou s'est prononcé sur les détails pratiques du mode opératoire, les documents requis et les innovations de la seconde phase d'identification des abonnés des services de télécommunications ouverts au public et usagers des cybercafés. Cheikh Koni. Des innovations majeures sont annoncées pour la seconde phase d'identification des abonnés des services de télécommunications, des technologies de l'information et de la communication ouverts au public et des usagers des cybercafés. Au cours d'une conférence de presse, Bilé Diemeleou, directeur général de l'ARTCI, en a donné quelques-unes. Premièrement, la limitation des pièces autorisées pour l'identification à des pièces biométriques. Ensuite, les mécanismes d'authentification des pièces utilisées pour l'identification. Ensuite, le système de vérification de l'identification qui doit permettre à chaque abonné de vérifier les informations relatives à son identification. L'ensemble de ces mesures, selon lui, concourt à protéger l'abonné en cas d'infraction, d'où la nécessité d'exiger des documents fiables. Pour les nationaux, la carte nationale d'identité, le permis de conduire national biométrique, le passeport biométrique, toute pièce d'identité biométrique établie
par l'Office national d'identification. Pour les non-nationaux, le passeport biométrique, la carte nationale d'identité biométrique établie par un État membre de la CEDEAO, toute pièce d'identité biométrique établie par l'Office national d'identification. Pour toutes les personnes qui ne disposeraient pas des pièces requises, des dispositions sont prévues. L'opérateur peut collecter en plus mes empreintes digitales et me faire délivrer sur place, en collaboration avec l'Office national d'identification, un titre biométrique provisoire à utiliser dans le cadre exclusif de l'identification. Prévue pour une durée de 6 mois, cette nouvelle opération lancée depuis le 12 septembre 2017 apparaît comme une phase complémentaire à la phase 1 pour une actualisation des différentes bases d'information. Dans le dossier d'aujourd'hui, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a vu le jour il y a 1 an. Elle est un exemple de la réforme de l'enseignement technique et accueille 3346 étudiants en informatique. Il s'agit de cours à distance qui viennent accroître la capacité d'accueil des nouveaux étudiants de l'enseignement supérieur. De quoi est-il question? Comment fonctionne-t-elle? Quelle est sa crédibilité? Des réponses avec Salima Toudia et Christelle Menon. Chers amis étudiants, je suis Dr Lobo, communicologue en sciences de l'information et de la communication. Je vais vous entretenir sur le sujet Initiation aux médias sociaux. Ce sera le cours que... Ce module, en cours d'enregistrement, sera diffusé à environ 3000 étudiants de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Parmi eux, Yao, étudiant en première année d'informatique. Les cours sont simplifiés et toujours disponibles parce qu'on reçoit les cours sous forme de fichiers, donc on peut les revoir autant qu'on veut. Comme lui, plus de 3000 étudiants suivent ces cours à distance. 25% d'entre eux vivent à l'intérieur du pays. À 59 km d'Abidjan, Yves est aussi étudiant à l'UVCI. Depuis son domicile à Bonoua, il accède à environ 9000 ressources d'enseignement et d'apprentissage disponibles sur la plateforme de formation. Cela à l'aide d'un kit d'accès à la connectivité disposant d'1 giga de volume Internet offert par l'université. Avec 200 francs, je vais sur la plateforme de l'université virtuelle et télécharge mes cours sous forme de fichier PDF et j'essaie de bosser jusqu'à ce que, à la fin de la semaine, arrive pour faire mes devoirs ensuite. Loin des amphithéâtres souvent combles, les cours sont dématérialisés. Place au numérique éducatif dans l'enseignement supérieur. 23 enseignants nationaux et 5 enseignants associés issus d'universités étrangères co-construisent les cours. Il n'y a pas que seulement les enseignants qui participent donc au process de formation. On a besoin d'accompagnateurs pédagogiques, qu'on appelle aussi les tuteurs. Et le tuteur est chargé de suivre ces devoirs-là. Est-ce que ces devoirs sont rendus à temps? Faire le bilan pour savoir qui sont ceux qui n'ont pas rendu les devoirs, pour pouvoir les relancer et savoir la cause principale donc, qui les a poussés à ne pas faire ces devoirs. En plus des devoirs en ligne chaque semaine, les étudiants se rendent à l'université 2 fois par an pour une évaluation présentielle. Cette dernière compte pour 70% dans la note finale. Les devoirs à distance, c'est pour Yves, du côté de Bonoua, un véritable problème. Quand je suis sur la plateforme pour faire mes devoirs, la connexion se coupe et je n'arrive pas à terminer les devoirs. Je suis obligé de sortir, aller au cyber, de connecter et puis bon, terminer les devoirs ensuite. Une connexion au cybercafé qui lui revient 200 francs l'heure. Une modique somme qu'il demande à sa mère 1 à 2 fois par semaine. Bonjour Yves. Essayez pas avoir 200 francs, aller au cyber, télécharger mes cours. Pour cette maman commerçante, la balance coût du transport et coût de connexion Internet est vite faite. Et le gain fort apprécié. Même si, au départ, les appréhensions étaient nombreuses. Les gens nous ont dit non, qu'il ne va pas avoir quelqu'un pour l'expliquer. On balance les cours comme ça et puis ce n'est pas réel. Quand j'ai su qu'il peut rester ici et suivre son cours, j'ai été soulagée parce que le transport coûte cher, 2500 par jour et l'Internet 500 francs. Je trouve que c'est bon. Au cybercafé, Yves retrouve Guy, un autre étudiant de l'université virtuelle. Au-delà des avantages économiques, certaines préoccupations plus pédagogiques demeurent pour lui. C'est vrai que nous recevons le cours en ligne, mais pour les travaux dirigés, nous avons besoin d'être en présentiel afin de mieux comprendre les cours. Yao, Yves et Guy
font partie de la première promotion de ce campus numérique créé il y a moins d'1 an. 4 filières en informatique pour le moment. À la clé, une licence, une maîtrise ou un doctorat, de quoi rassurer un recruteur en informatique. Cette université est crédible en termes de contenu de formation, qualité de formation aussi des étudiants qui sont formés. Aujourd'hui, au niveau du club des DSI, nous sommes environ 300 directeurs des systèmes d'information. Nous sommes prêts à recruter des étudiants diplômés de cette université. Moins sensible aux perturbations académiques, le campus numérique est une solution complémentaire pour le ministère de l'Enseignement supérieur. Il augmente la capacité d'accueil de l'enseignement universitaire, mais il s'avère déjà nécessaire de le rendre accessible à davantage d'étudiants en y intégrant d'autres filières de formation. Nous devons être à même de mettre en place des formations pour les autres catégories, n'est-ce pas, de la population. Des formations pour peut-être les jeunes mécaniciens, des formations pour les paysans. Autre perspective en vue, la mise en place de structures légères dans les grandes villes afin de rapprocher l'université virtuelle de Côte d'Ivoire de la population estudiantine en continuelle croissance. Rendons-nous à Boaké où la plupart des enseignes sur les panneaux publicitaires tordent le cou à la langue de Molière. Plus précisément, leurs auteurs font fi des règles de grammaire et d'orthographe. Nos reporters Alain Issois et Léon Brou ont sillonné la ville pour vous donner quelques exemples. Regardez. Faute d'orthographe, mauvais accords, erreurs de grammaire ou de conjugaison, fantaisie. Dans les rues de Boaké, pas besoin d'être professeur de lettres. Les fautes sur les pancartes publicitaires, banderoles et autres affiches vous sautent aux yeux. On voit cette faute-là un peu partout. On ne peut pas faire 100 mètres sans voir cette faute-là. Sur les murs des hôtels, on voit. On se pose la question, à qui la faute? Palme d'or des fautes sur les affiches publicitaires, le secteur informel. Pour les opérateurs, mal ou bien écrit, peu importe. L'essentiel, c'est que le message passe. Moi, je regarde pas, moi, je vois les fautes. Depuis, bon, je me casse, quoi. Moi, je n'ai pas le temps. Ici, le mobile, c'est la satisfaction du client. Le reste est bien moins important. D'ailleurs, les opérateurs du secteur informel imputent la faute aux concepteurs des messages publicitaires. Accusation que ces derniers rejettent. L'erreur ne vient pas de nous. Ça vient des calligraphes. Ceux qui le font, c'est parce qu'ils ne sont pas instruits. Aujourd'hui, après une formation de 1 an, 2 ans, le petit croit qu'il connaît, il va se battre. Soit il y a la pression des parents pour dire qu'il connaît, va te débrouiller. C'est en se débrouillant que les jeunes, parce qu'il n'a pas le temps d'apprendre comme il se doit. Ils viennent, ils font quelques mois parce qu'ils sont dans les besoins d'argent. Ils laissent le métier, ils s'en vont. Et arrivé là-bas, ils se débrouillent à faire le métier. Or, ils n'ont pas bien appris. Arrêtons-nous là, car la moisson est déjà abondante. Cependant, si l'envie vous vient d'aller vous faire une beauté dans ce salon de coiffure, ne vous gênez surtout pas, mais levez tout simplement la tête pour lire ceci. Après ce coup de peigne, un voyage dans les gares routières. Ici, il y a départ à tous les jours grâce à Dieu qui donne tout. Le diagnostic posé semble donc clair. La langue de Molière est massacrée dans les rues de Boaké sous le regard de tous. Souhaitons donc qu'elle soit moins massacrée. Dans le domaine de la santé, à la 72e Assemblée générale des Nations unies, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a mobilisé la communauté internationale autour d'ICASA. L'événement aura lieu du 4 au 9 décembre prochain autour du thème « L'Afrique, une approche différente vers la fin du sida ». Pour voir l'état d'avancement des préparatifs, Dr Raymond Goudou Kofi était au siège du secrétariat local 6 au CHU de Trècheville. Chris Diomandé, Delphine Blas. Après la 72e Assemblée générale des Nations unies, visite de la ministre de la Santé au CHU de Trècheville, au siège du secrétariat local d'ICASA, la conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique. Sur place, le travail avance bien pour que cette réunion de haut niveau sur le sida et les IST soit une réussite à Abidjan. Nous venons de la 72e Assemblée générale des Nations unies, où nous avons eu à faire un plaidoyer auprès de tous nos partenaires pour qu'ils puissent soutenir ICASA 2017 à Abidjan. Nous avons fait le constat qu'il y a effectivement un grand engouement
de tous nos partenaires. Nous avons également fait part à Monsieur le Président de la République à New York. Nous avons échangé sur la tenue de ICASA. Le Président, en tout cas, apprécie justement le fait que ICASA se tienne en Côte d'Ivoire et il nous a encouragés, en tout cas, à faire en sorte que ce soit une réussite. J-67, un rendez-vous ICASA, un site www.icasa2017côtedivoire.org. Près de 7000 délégués attendus à Abidjan en décembre. Il faut accélérer les choses. Après le CHU de Trècheville, direction Plateau, une autre réunion au cabinet. Réunion de suivi des préparatifs d'ICASA. Point des sites d'hébergement, plan média, présentation du site web, point de l'état d'exécution des travaux et des diligences réalisées. Tout a été passé au peigne fin, avec des directives données par Dr Raymond Goudou Kofi. Une bonne organisation du secrétariat local encouragée par la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique qui veut relever le défi d'une conférence qui aura tenu toutes ses promesses. Parlons agriculture. 800 sociétés coopératives de la filière café-cacao ont lancé les activités de la plateforme nationale des organisations des producteurs de café-cacao. Cette plateforme, comme l'expliquent ses fondateurs, entend poser des actions en faveur de l'amélioration du quotidien des producteurs d'une part et d'autre part s'engager dans la lutte contre la déforestation. Cheikh Koni. Venus des 23 régions productrices de la Côte d'Ivoire, 548 producteurs de la filière café-cacao ont pris part à la cérémonie marquant le lancement officiel des activités de leur nouvelle plateforme. Ils étaient tous présents, producteurs et 23 pionniers de la filière conduite par le doyen Germain Kouadio Morocco. L'objectif de la plateforme nationale des organisations des producteurs de café-cacao, PENOP Café-Cacao, est de construire une économie cacaoyère solide. 95% du cacao ivoirien est commercialisé par les sociétés coopératives. Mais à la fin, quand on dit dans ces sociétés coopératives-là, n'arrivent pas à joindre les deux bouts, n'arrivent pas à émerger, n'arrivent pas à gérer leur espace, ce n'est pas juste. Donc nous avons réfléchi de nous mettre ensemble. Nous constatons avec la création de cette plateforme une amélioration de la structuration et de l'organisation des producteurs de café-cacao. L'activité agricole est souvent dépeinte comme une activité consommatrice de forêt. Et donc l'initiative de la plateforme contribue à la sensibilisation et à la prise de conscience des enjeux liés aux forêts, mais également au changement climatique. Cette plateforme est une opportunité que les producteurs et leaders des organisations professionnelles agricoles veulent saisir pour jouer un rôle dans la réponse aux principaux défis auxquels l'ensemble du secteur café-cacao est confronté. À l'étranger, dans la guerre du nucléaire, l'escalade verbale entre Pyongyang et Washington vient de passer un cap supplémentaire. Le ministre nord-coréen des Affaires étrangères Ri Yong-ho a accusé lundi le président américain Donald Trump d'avoir déclaré la guerre à son pays et menacé d'abattre les bombardiers américains s'approchant de ses côtes. Le monde entier devra se souvenir clairement que ce sont les États-Unis qui ont été les premiers à déclarer la guerre à notre pays, a tonné le chef de la diplomatie nord-coréenne devant des journalistes à New York. Puisque les États-Unis ont déclaré la guerre à notre pays, nous avons le droit de prendre des mesures de riposte, y compris le droit d'abattre les bombardiers stratégiques américains, même s'ils ne sont pas dans l'espace aérien de notre pays, a-t-il menacé. En sport football, ici en Côte d'Ivoire, Béti FC a remporté la 4e édition de la Coupe Abina Kwaku Pascal disputée samedi dernier à Bétier. Ce tournoi a réuni durant 3 mois 28 équipes de l'Indénié du Ablin. En finale, Béti FC a battu 2-1 Dame FC d'Annie Bilekro. Koulibaly Seydou, Odalegbe. La finale de la Coupe Abina Kwaku Pascal a opposé Béti FC et Dame FC d'Annie Bilekro au stade municipal de Bétier. Après les conseils d'usage du parrain aux deux équipes, le ministre de la Modernisation, de l'Administration et de l'Innovation du service public et président du conseil régional de l'Indénié du Ablin a donné le coup d'envoi de la partie. Une partie qui démarre à 100 à l'heure avec le premier but du match d'entrée de jeu. Yaro Abi part en contre, bute sur le goal et trouve tout de même l'ouverture. Un but que Dame FC tiendra jusqu'à 5 minutes de la pause. Badou Stéphane, d'un tir bien placé, va permettre à Bétier de recoller au score. Balle poussière, un but partout à la mi-temps. À la reprise, Bétier, plus entreprenant dans le jeu, obtient un penalty. Koné Georges Nayo le transforme et inscrit
son 5e but du tournoi pour prendre la tête du classement des buteurs. Un avantage que Bétier va conserver pour s'offrir le trophée de la 4e édition du tournoi Abinant Kwaku Pascal. Un trophée plus une enveloppe de 500 000 francs et des équipements pour Bétier FC et une enveloppe de 300 000 francs plus des équipements pour Damé FC. C'est des jeunes gens qui se dévouent de manière bénévole pour organiser ce tournoi qui est à sa 4e édition. Donc je suis tout à fait satisfait. Vous-même vous voyez l'engouement que cela suscite. C'est là l'objectif que nous recherchons. Faire en sorte que les jeunes se retrouvent. Une compétition qui a réuni 28 équipes 3 mois durant dans l'Indénié du Ablin. La finale de la 5e édition se déroulera à Abengourou. Ce journal est à son terme. Merci de votre fidélité. Excellente fin de soirée. À très bientôt.